des librairies Carrefour et Aéroports de Paris Fondation Entreprise vous présente Bibliothèque Médicis. Bienvenue à Bibliothèque Médicis. Faites l'expérience auprès de vos proches. Évoquez devant eux la Deuxième Guerre mondiale, le Troisième Reich, les camps nazis, la chute et la défaite de Hitler, les résistances aussi, les dissidences, le combat toujours recommencé contre les dictateurs, les tyrans, les barbares, Daesh par exemple et le terrorisme. Eh bien, vous obtiendrez de la tristesse, de la peur, de l'angoisse, de la révolte, peut-être de la joie, en tout cas des émotions fortes. Et ces émotions fortes, aujourd'hui, elles peuvent s'exprimer. Ça n'a pas toujours été le cas. La conquête a été plutôt récente. Et ce que démontrent les deux tomes passionnants de l'histoire des émotions sous la direction d'Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello, qui sera là dans un instant pour nous démontrer que de l'Antiquité à l'aube du XXe siècle, vous allez voir la naissance et l'évolution de la notion d'émotion. Je ne suis pas le seul à être ému et peut-être même secoué par le livre réquisitoire du philosophe Emmanuel Faye contre celui qu'on a toujours considéré comme le grand philosophe allemand Martin Heidegger, et surtout sur son étudiante, sa disciple, la grande philosophe, elle aussi aujourd'hui reconnue et enseignée dans toutes les universités du monde, Hannah Arendt. C'est un véritable choc de voir côte à côte, comme ici, là, les portraits de Martin Heidegger, reconnu nazi, et d'Hannah Arendt, philosophe de confession juive, obligée de fuir l'Allemagne d'Hitler, qui a suivi plus tard le procès d'Eichmann à Jérusalem avec une polémique géante que l'on a encore dans toutes les mémoires. Eh bien, c'est la discussion que Bibliothèque Médicis vous propose avec deux éminentes personnalités, Emmanuel Faye, Alain Finkielkraut, merci d'être là. Est-ce qu'il faut que je dise de l'Académie française, etc. Bon. Et vous affirmez toujours votre admiration pour Hannah Arendt. Vous la citez souvent. Hannah Arendt aussi Heidegger. Oui, voilà. Et Hannah Arendt, qui est est-ce que c'est un des penseurs et des témoins, des acteurs du XXe siècle, majeur? Oui. C'est une philosophe absolument capitale. D'abord, c'est la première femme qui soit philosophe avec ce rayonnement, cette autorité. Le XXe siècle a été riche en femmes philosophes. Il y a eu Simone de Beauvoir, Simone Veil, morte hélas à 33 ans. Mais l'œuvre de Hannah Arendt surplombe notre siècle et c'est indubitable. C'est pourquoi il est intéressant de la remettre peut-être en cause à travers ce que l'on lit ou de voir s'il faut la mettre en cause ou en question. Le débat est partout. Il faut le reconnaître. Il est en France, il a lieu aux États-Unis, même en Russie, et d'une manière peut-être caricaturale, avec une droite ou une extrême droite qui essaie de récupérer Heidegger et parfois Hannah Arendt. En tout cas, avec vous deux, cette discussion va avoir lieu dans Bibliothèque Médicis. Et vous, Emmanuel Faye, Hannah Arendt est-elle cette icône de la pensée dont Alain Finkielkraut vient de parler? Oui, je suis d'accord avec Alain Finkielkraut pour penser que Hannah Arendt est un témoin incontournable du XXe siècle. Par son itinéraire personnel, elle est clairement du côté des victimes. Elle a été une semaine internée par la Gestapo en 1933. Elle a dû fuir l'Allemagne. Elle a été internée par la police et l'État de Vichy dans le camp de Gurs, d'où elle a pu partir au bout de 3 semaines, rejoindre les États-Unis. Donc cette figure, sur le plan de son itinéraire personnel, est éminente. Mais elle a été inspirée par son maître, son prof, Martin Heidegger, dans les universités allemandes. Elle était une des rares jeunes philosophes juives à l'époque, mais est-ce qu'elle était sous influence d'Heidegger? Eh bien, Arendt était effectivement en 24-25 à Marbourg l'étudiante de Heidegger, ainsi que Léo Strauss et d'autres, Hans Jonas. Elle fut également, comme on l'a appris beaucoup plus tard, la maîtresse de son professeur, et elle a été fortement marquée par lui. Mais elle a rompu avec lui en 1932 dans une lettre où elle lui demande des comptes sur ce qu'elle appelle sa réputation d'antisémite enragé.
Et c'est seulement en février 1950 qu'elle renoue personnellement avec lui dans un hôtel de Fribourg. Mais ce que je montre dans mon livre, c'est qu'avant de le retrouver, dès 1949, dans des lettres inédites que j'ai découvertes en Allemagne, elle se dit fascinée par la façon dont Heidegger, dans la lettre sur l'humanisme, dit-elle, dynamite la culture et la pensée occidentale. Cette violence la fascine. Et à partir de là, elle se met sur ses pas, elle partage sa vision de la modernité, du nazisme, et là commence... Elle va, et vous le montrez dans le livre, elle a beaucoup fait après la guerre pour la réception et la connaissance de la pensée d'Heidegger et à l'échelle du monde. Elle se fait avocate. Vous avez rappelé qu'elle a été l'amante d'Heidegger, qui n'a jamais caché son amour pour elle, mais si même il se retrouve, vous dites, dans un hôtel après-guerre, il faut bien préciser que vous écartez l'interprétation misogyne, elle retrouverait son amoureux. C'est pas du tout ça. Non. Si vous voulez, sur le plan que ce soit clair. Oui, oui. Sur le plan personnel, la vie amoureuse de Arendt ne regarde qu'elle-même. Ce sont ses thèses comme penseur politique. Oui, c'est une adhésion intellectuelle. Voilà, une adhésion intellectuelle. Alors, je la prends plus au sérieux que ceux qui ne voient que la romance, qui la rendent célèbre. Sur ce point, vous êtes d'accord, Alain? Je pense qu'il faut la prendre au sérieux, mais je crois que je vais mettre quand même tout de suite les pieds dans le plat. Donatella di Cesare, une philosophe italienne qui a publié un livre très important après la parution des Cahiers noirs de Heidegger, Les Juifs et la Shoah, a dit « La pensée la plus haute s'est prêtée à l'horreur la plus abyssale ». Et c'est le scandale, l'énigme avec laquelle nous devons vivre et qui nous tourmente. Et que vous reconnaissez. Bien évidemment. Mais en revanche, ce que je pense, et je vais le dire tout de suite à Emmanuel Faye, c'est qu'il n'est pas, lui, tourmenté. Car pour Emmanuel Faye, pour vous donc, pour vous, la pensée de Heidegger n'est pas la pensée la plus haute. Dans votre livre, et dans tous les livres que vous lui consacrez, vous l'associez non aux grands penseurs, mais à Hitler, à Rosenberg et à Goebbels. Et si vous me le permettez, je voudrais lire les dernières lignes de votre ouvrage, Heidegger, l'introduction du nazisme en philosophie. Et c'est quand même l'introduction du nazisme en philosophie. Vous dites, si ces écrits continuent à être diffusés de façon planétaire, sans qu'il soit possible d'arrêter cette intrusion du nazisme dans l'éducation humaine, comment ne pas s'attendre que cela conduise à une nouvelle traduction de les faits dont l'humanité pourrait cette fois ne pas se relever? Et si ça continue, cela risque d'engendrer de nouvelles entreprises de destruction complète de la pensée et d'extermination de l'homme. Autrement dit, vous plaidez pour l'éradication complète de la pensée de Heidegger, puisqu'il est intégralement nazi. D'où le problème. D'abord, c'est étonnant de chercher à faire un autodafé anti-nazi, c'est quand même assez paradoxal, mais la pensée de Heidegger, c'est pas simplement la romance de Hannah Arendt, la pensée de Heidegger a exercé une influence, un impact énorme sur Hannah Arendt. Vous avez parlé des dissidents dans votre introduction, Jean-Pierre Elkabbach. Toute la dissidence tchèque a été marquée, façonnée par Heidegger. Patočka, Havel, Kundera, et puis les Juifs, Marcuse, Jonas, Lévinas, qui le met parmi les 5 plus grands philosophes de tous les temps. Et alors là, commence une entreprise de dénazification qui ne s'arrêtera jamais. Si un penseur nazi, et qui n'est que nazi, influence d'autres penseurs, c'est qu'il y a du nazisme dans leur pensée. Depuis un certain nombre de philosophes que vous avez cités, cher Alain Finkielkraut, il y a les révélations des Cahiers noirs, 4 tomes, il y en aura d'autres qui vont sortir, de la correspondance de Heidegger avec Elfriede, sa femme, et il y a la semaine dernière les lettres à son frère, publiées par la presse allemande, où il dit à son frère « Tu n'es pas encore inscrit au parti nazi, vas-y, soutiens-les malgré leurs excès ». Le nazisme de Heidegger était connu de Lévinas, même s'il n'avait pas lu les Cahiers noirs. Je pense que la lecture des Cahiers noirs aurait été très douloureuse à Hannah Arendt. Il n'en reste pas moins, c'est ça l'énigme, c'est ça le scandale, que sa pensée est immense et qu'elle a, encore une fois, exercé une influence énorme sur les plus grands penseurs juifs du XXe siècle, sans ils sont peut-être trompés. Le principe responsabilité de Hans Jonas n'aurait pas été possible, et j'expliquerai un peu plus loin en quoi
nous vivons aujourd'hui. Oui. En quoi l'essentiel de la pensée de Heidegger n'a rien à voir avec le nazisme dans lequel il est par ailleurs tombé. Emmanuel Oui, Faye. alors ce qui me frappe pour Arendt dans son rapport à la philosophie, c'est que la jeune Arendt, au début, écrit que le roi secret de la pensée, c'est, dit-elle, Emmanuel Kant à Königsberg. Et puis, après la mort de Jaspers, quand elle peut délier finalement son serment d'amitié avec Jaspers, qui était très critique avec Heidegger, il disait qu'Heidegger était une pensée non libre. C'était les deux grands philosophes, Karl Jaspers et Heidegger. Jaspers quitte vers 1933 l'Allemagne pour Bâle, où il va vivre, et sa femme est juive, et Gertrude Mayer, et Heidegger dira un jour à sa femme, tu te rends compte, il est parti influencé par la juiverie. Oui, et Arendt détrône Kant et dira en 1969, pour les 80 ans de Heidegger, que le roi secret de la pensée, c'est Heidegger. Est-ce que vous considérez, vous, que Heidegger est un des plus grands penseurs d'aujourd'hui ? Non, je ne pense pas qu'il soit un des plus grands penseurs. Je pense, comme le jeune Hans Jonas écrit dans ses mémoires, que dans l'enseignement de Heidegger à Fribourg et à Marbourg, il dit ce n'était pas une philosophie, c'était une croyance, presque une nouvelle forme de secte. Donc il est extrêmement critique, et Jonas en 1965 va faire une conférence aux États-Unis qui va être d'une dureté à l'égard de Heidegger remarquable. Lévinas également. Lévinas, sur ce point, je ne suis pas d'accord avec Olaf Finkielkraut. C'est quand même un penseur qui nous explique que la conception heideggerienne, la récusation heideggerienne de la technique pose problème. Et il parle de ce mythe naturaliste. D'accord. Là, on va voir maintenant l'influence sur. Il ne s'agit pas de parler d'Heidegger. On avait déjà fait une émission ici avec Fédier et vous, Emmanuel Faye. Mais là, c'est Hannah Arendt. Vous lui reprochez de disculper les élites intellectuelles antisémites du Troisième Reich. C'est-à-dire qu'elle les dédouane. Mais effectivement. En 1951, dans les origines du totalitarisme, Arendt écrit, je la cite, que les membres de l'élite allemande qui se sont laissés séduire par les mouvements totalitaires n'ont eu absolument aucune influence sur le totalitarisme. Et à ce propos, elle cite le juriste nazi Carl Schmitt, comme dit-elle, un homme de grande valeur. Et dans l'édition allemande de son livre, elle le valorise en plus comme théoricien du droit des peuples. Or, Schmitt, c'est quand même celui qui a défendu les lois raciales de Nuremberg. C'est extrêmement... Essayons de simplifier, de ne pas cumuler les noms de philosophes que l'on ne connaît peut-être pas. Certains, comme Carl Schmitt, sont connus, ou Jonas, qui a influencé aussi une partie de la pensée écologiste ou environnementale. Et je le répète, sans la pensée heideggerienne de la technique, le livre de Hans Jonas, le principe responsabilité, n'aurait pas été possible. Mais là, c'est Hannah Arendt. Vous dites qu'Hannah Arendt a une manière particulière et douloureuse de parler des camps de la mort, cette fabrique de cadavres. Vous dites qu'elle oublie ou qu'elle ignore le soulèvement des 40 juifs en sursis qui étaient des Sonderkommando, qui se sont révoltés dans le camp de la mort de Treblinka et qui ont pu survivre et témoigner. Effectivement, parce que Arendt écrit ceci, elle dit en 1946 et à nouveau dans les origines du totalitarisme, que ceux qui infligeaient les souffrances un jour, donc les bourreaux, les SS, devenaient le lendemain à leur tour des victimes. Donc elle présente de manière indifférenciée bourreaux et victimes, or qu'on ne sache jamais un essai. Regardez, Alain, ce que écrit Emmanuel Faye. Les victimes, pour elle, sont considérées comme co-responsables. Hannah Arendt accable les juifs plus qu'elle ne stigmatise Eichmann, ce sera plus tard, avec sa vision du monde. Si parler de banalité n'est qu'un slogan, celui-ci fait mouche et fascine. La cage de verre séparant symboliquement le criminel génocidaire de l'humanité commune s'en voit aboli. Mais ce n'est pas possible d'entendre ça. Alors je vais essayer de répondre en plusieurs points. Quand Hannah Arendt parle de la banalité du mal, ce n'est pas pour trouver que ce mal est ordinaire, c'est qu'un mal inouï a été commis par des fonctionnaires, par une bureaucratie. Le crime est devenu, avec le nazisme, une branche du travail. Ce n'est pas banal, c'est inouï. Alors là, je vais vous citer un auteur, Max Picard, l'homme du néant, un grand théologien protestant, qui dit ceci: ce qu'il y a de neuf et de terrifiant dans la cruauté nazie, elle n'est plus à l'échelle de l'homme, mais à l'échelle de ce qui est hors de l'homme, à la mesure de l'appareil de laboratoire ou de la machine infernale.
la cruauté nazie émane d'un appareil industriel ou d'un homme devenu tout entier appareil. Cela n'a plus rien à voir ni avec Néron, ni avec Caligula. Voilà pour la banalité du mal. Quant à la une réponse tout de suite. Écoutez, la banalité du mal pour Arendt, c'est poser que Eichmann est sans motif, et dit-elle dépourvu de pensée. Oui. Or, Eichmann, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il dit quand il est dans l'Argentine au SS, Sassen avec qui il dialogue? Je lis. À ce bureaucrate prudent, donc ça c'est la vision d'Arendt, c'était adjoint, dit Eichmann lui-même, c'est un enregistrement qu'on peut écouter, un combattant fanatique pour la liberté de mon sang, et il ajoute, ce qui sert mon peuple est pour moi un commandement et une loi sacrée. Je dois vous dire de bonne foi que si nous avions tué les 10,3 millions de juifs, j'aurais été satisfait et aurais dit bien, nous avons anéanti un ennemi. Donc il y a une intention exterminatrice et meurtrière chez Eichmann, comme chez Heydrich, comme chez Himmler. Ce n'est pas du tout un bureaucrate. Oui, mais pourquoi vous faites la connexion et le lien avec Heidegger, entre Heidegger, Hannah Arendt et Eichmann? Disons que, très clairement, Arendt propose une sorte de structure d'opposition entre Eichmann, l'exécutant, le bureaucrate dépourvu de pensée, et Heidegger, le grand penseur, le paradigme de la pensée. Et vous dites qu'il y a un lien. Ça le disculpe. Elle fait le lien elle-même dans son livre posthume, La vie d'esprit. Hannah Arendt, oui. C'est, là-dessus je vous l'accorde, s'est trompée sur Eichmann. Elle ne s'est pas trompée sur la transformation, sur la fabrication de cadavres, c'est-à-dire la transformation du mal en travail, la bureaucratisation du crime. Elle a cru qu'Eichmann était un pur bureaucrate alors qu'il cachait son jeu et que c'était un véritable fanatique. Ça, c'est un point. Mais d'autre part, elle dit, elle donne à la fin de ce livre, qui est un livre extrêmement contestable, Eichmann et Eichmann, la plus belle définition, la plus belle, la plus juste, la plus pertinente, la plus profonde définition de l'extermination des Juifs dans ce qu'elle a d'inouï, de singulier, de sans précédent et de sans équivalent. Est-ce que vous pouvez reconnaître, cher Alain Finkielkraut, qu'à l'égard des Juifs, elle a été assez souvent ambiguë? Elle a toujours critiqué la passivité à l'intérieur des camps, elle a oublié la révolte, on l'a dit tout à l'heure, elle a parfois laissé entendre qu'il y avait une complicité de ce qu'on appelait les conseils juifs imposés par la Gestapo et par le régime hitlérien, ce qu'on appelait les Judenrecht. Alors, là encore, attendez, il illustre et vous lui répondez. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma pensée. Oui, je trouve que, si vous voulez, il y a un chapitre Eichmann à Jérusalem qui est sur la conférence de Wannsee où se décide l'extermination des Juifs d'Europe. Arendt n'a que 3 pages sur cette conférence présentée comme une sorte de réunion mondaine qui juste conforte Eichmann dans ce rôle de bureaucrate, ce qui, comme vous le reconnaissez Alain Finkielkraut, n'est pas vrai. C'était un fanatique qui a pris le relais de Heydrich. Et ensuite, 9 pages de réquisitoire d'une dureté incroyable sur les Juifs présentés comme co-responsables de leur propre extermination. Et à la fin, elle affirme que Heydrich, le principal agent d'extermination avant qu'il soit tué par des résistants tchèques, que Heydrich serait demi-juif, ce qui est un mensonge historique. Aucun historien ne le reconnaît. Mais pourquoi le fait-elle? C'est une manière d'accroître la culpabilité sur les victimes. C'est insupportable de dire ça. D'abord, elle a dit, à la question du procureur, pourquoi n'avez-vous pas résisté? Hannah Arendt dit que cette question est bête et cruelle. Cela étant, elle reprend la thèse de Raoul Hilberg sur, effectivement, le fait que les conseils juifs ont joué un rôle dans l'extermination. Et de ce point de vue-là, elle a été très justement critiquée. Mais sur Eichmann... Vous vous rendez compte que depuis tout à l'heure, Alain, vous n'arrêtez pas de la critiquer. Je ne la critique tout en sachant... écoutez, moi je suis plein d'admiration pour Hannah Arendt. Je veux bien la critiquer, mais je ne veux pas que l'on puisse penser qu'il y a chez elle un souci de banalisation de cette horreur absolue, ni une incrimination des victimes. Sur la banalisation, c'est qu'elle dit à Eichmann, vous dites que vous avez obéi,
hein, puisque vous êtes un fonctionnaire, la politique et l'école maternelle, ce n'est pas la même chose. Puisque vous avez soutenu et exécuté une politique qui consistait à refuser de partager la terre avec les peuples juifs et les peuples d'un certain nombre d'autres nations, comme si vous et vos supérieurs aviez le droit de décider qui doit et ne doit pas habiter le monde, nous estimons qu'on ne peut attendre de personne, c'est-à-dire d'aucun membre de l'espèce humaine, qu'il veuille partager la terre avec vous. Oui. C'est pour cette raison et cette raison seule que vous devez être pendu. Et en effet, l'inouï de ce crime aussi, c'est le déracinement des bourreaux qui croyaient pouvoir décider qui habite la terre ou non. Et ça n'est jamais arrivé avant, ça n'est jamais arrivé depuis un dernier mot, Jean-Pierre Elkabbach. La complicité des victimes. Est-ce que vous avez lu simplement, d'abord, dans les origines du totalitarisme, elle montre ce qu'a été, si vous voulez, l'horreur des camps. On détruit d'abord la personne juridique, on détruit ensuite la personne morale et on transforme enfin les victimes en marionnettes à face humaine. Non, je termine. Primo Levi, dans Les naufragés et les rescapés... Non, on ne va pas faire encore une citation d'un paragraphe. Il dit bien que précisément pour les nazis d'avoir organisé des équipes spéciales chargées de mettre les juifs dans le four, c'était précisément la monstruosité suprême, puisqu'il disait « Nous, le peuple des seigneurs, nous sommes vos destructeurs, mais vous n'êtes pas meilleurs que nous. Si nous le voulons et nous le voulons, nous sommes capables de détruire non seulement vos corps, mais aussi vos âmes, comme nous avons détruit les nôtres. » Elle n'accuse pas les victimes, elle aggrave encore l'horreur du crime. Ça, c'est la conception. Et alors ? Je ne pense pas qu'on puisse utiliser Primo Levi pour dédouaner Arendt. Je trouve laissez-moi, s'il vous plaît, laissez-moi. Ce que je voulais vous dire, c'est que le réquisitoire final de Eichmann à Jérusalem d'Arendt, je le trouve extrêmement choquant. Parce qu'il y a un réquisitoire qui est prononcé par 3 juges au nom des crimes contre l'humanité, des crimes contre le peuple juif. La nouveauté du droit capital, c'est celle du crime contre l'humanité. Et Arendt critique Nuremberg, elle critique le procès de Jérusalem, elle pense qu'il n'aurait pas dû se tenir en Israël, et elle propose elle-même un réquisitoire qui s'appuie sur ces notions de terre, alors même qu'en 1946, elle disait que la terre, le peuple, sont des mythologèmes non philosophiques. Bon, c'est pas la terre et le peuple, c'est la terre que nous habitons tous, c'est l'immense espace terrestre. Comment se fait-il qu'est-ce qui est arrivé avec les nazis? C'est ce génocide où on est allé poursuivre les Juifs jusqu'à Shanghai, c'est-à-dire des hommes ont cru pouvoir décider qui habitait la terre. Ce n'est jamais arrivé avant. Elle pointe l'unicité, l'atrocité, l'abomination, sans exemple. Vous savez ce qu'il dit, Emmanuel Fay, et qu'il écrit. Il est impossible aujourd'hui de refonder la défense des droits de l'homme sur les écrits d'Arendt. Ça, c'est capital. Pourquoi c'est capital? C'est capital parce qu'il y a toute une école aujourd'hui qui pense que, alors que Arendt se met quand même du côté des contre la Révolution française de Burke, elle se rallie quand même aux thèses de Burke, qui disent que l'homme n'existe pas. Et dans ses premiers articles de jeunesse, que je cite, qui ne sont pas connus, pas traduits en français, Arendt a cette thèse aussi. Au fond, l'homme n'existe pas en général. Elle n'a pas de concept universel comme Kant, comme Descartes. D'accord, ne citez pas. Soyons simples. Donc, pourquoi vous prétendez-vous que la vision d'Hannah Arendt correspond à la contradiction de nos sociétés actuelles? Vous dites un discours politique qui reprend des éléments de langage d'allure démocratique, le vivre ensemble par exemple, mais se révèle profondément coupé des réalités sociale, économique, humaine, chaque jour grandissante. Pourquoi vous dites ça? Parce que le problème, c'est qu'Arendt dissocie complètement le politique de la vie économique et sociale, de la vie au travail. Elle explique que le travail n'est pas encore humanisant. Celui qu'elle appelle, comme Heidegger, l'animal travaillant, l'animal laborans, n'est pas encore un homme. Donc seul le tout petit nombre de ceux qui accèdent à l'action politique... C'est pourquoi vous lui trouvez une conception aristocratique et méprisante du politique. On parle d'Hannah Arendt et du passé, mais parce que, je veux dire, le débat est actuel pour vous. Une conception aristocratique. Dans son essai sur la Révolution, elle fait l'éloge des conseils ouvriers, des conseils étudiants, des conseils d'intellectuels qui ont fleuri, qui ont prospéré pendant la Révolution hongroise en 1956. Le thème majeur de Hannah Arendt, c'est l'idée selon laquelle l'homme n'atteint son plein accomplissement
que dans l'espace public. Et cet espace public doit être ouvert à chacun. Elle est obsédée par cette idée-là, d'où sa critique même, qui à mes yeux va trop loin, du système représentatif dont elle dit que c'est un système oligarchique. Alors pensez l'accuser d'aristocratisme politique me semble vous la défendez. Regardez, je donne deux phrases d'Arendt dans Conditions de l'homme moderne. Elle dit que dans les sociétés égalitaires, il n'existe plus d'aristocratie politique, elle le déplore. Elle continue, la distinction entre l'homme et l'animal recoupe le genre humain, donc dans le genre humain, il y en a qui ne sont pas humains, et elle continue, seuls les meilleurs qui s'affirment comme les meilleurs sont réellement humains, les autres vivent et meurent comme des bêtes. C'est-à-dire les meilleurs, c'est l'influence d'Heidegger? Les meilleurs, c'est du nazi à Heidegger. Il y a une héroïsation de l'action politique. Les quelques-uns qui accèdent aux politiques sont héroïsés, je veux dire, les autres... Oui, Alain Finkielkraut, dans la revue... Elle dit qu'en dehors de la sphère politique, l'homme n'existe pas en tant qu'être vraiment humain. Mais les conseils, Arendt fait l'éloge des conseils révolutionnaires, mais elle dit bien qu'il ne faut pas les confondre avec les conseils ouvriers. Ça c'est autre chose. Regardez, la revue Cité, vous la connaissez? Attendez, on avance. La revue Cité d'Yves Charles Zarka est tout entière consacrée à Hannah Arendt avec la plupart des philosophes qui lui sont favorables, et lui introduit un début de remise en cause sévère. Sa conclusion, c'est l'analyse de la modernité chez Hannah Arendt est partielle et partiale. Une analyse de détail permettrait de contredire chacune des affirmations d'Hannah Arendt, tant sur le plan historique que philosophique. Tant mieux pour lui. Force est de constater cette grossière caricature du monde moderne fait par elle a malheureusement beaucoup d'émules, peut-être Alain Finkielkraut, qui croient que les camps fournissent la vérité du monde moderne. Jamais elle n'a dit cela. Jamais elle n'a dit cela. Ce qui est intéressant chez Hannah Arendt, c'est sa capacité, si vous voulez, à la fois de faire une critique radicale et extrêmement profonde du totalitarisme et de regarder avec une lucidité sans faille la société de consommation. C'est ça, et ça c'est sa force. Elle refuse d'en rester à cette